Une civilisation entière va disparaître ce soir, pour ne jamais revenir. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Mardi sera à la fois la journée des centrales électriques et des ponts, le tout en une seule journée, en Iran. Il n'y aura rien de comparable. Ouvre, c'est une émission familiale sur la guerre, sérieuse, tu es fou, c'est toujours une émission familiale sur la guerre, sinon tu vivras en enfer. Je suppose qu'on va laisser passer celle-là. Regarde simplement. Eh bien, nous avons réussi à éviter ça. Pour l'instant, en tout cas, mardi a apporté moins une disparition de la civilisation qu'une sorte de cessez-le-feu, qui a mis moins d'une journée à être criblé de failles. 5 navires seulement ont traversé le détroit d'Ormuz le premier jour du cessez-le-feu, soit moins que la veille. Si le cessez-le-feu venait à être complètement rompu, cela ne surprendrait personne. Et puis, de peu de temps après, il est probable que nous verrons davantage de publications sur Truth Social du genre « Toute une civilisation mourra ce soir, pour ne jamais revenir ». Parce que nous commençons déjà à en recevoir. Si l'Iran ne respecte pas pleinement le cessez-le-feu, alors les tirs commenceront, plus massifs, plus efficaces et plus puissants que tout ce que quiconque a jamais vu auparavant. D'accord alors, ayons une conversation honnête sur la destruction d'une civilisation et plus précisément, pourquoi ce n'est pas une bonne idée. Mais cela signifie qu'il faut d'abord discuter d'un argument moins convaincant concernant le droit international, puis d'un argument qui pourrait être convaincant ou non concernant les effets de retour de bâton. Et ensuite un argument convaincant sur la meilleure façon de négocier en prenant quelque chose en otage. Si vous êtes nouveau ici, d'abord, bienvenue. Mais ensuite je soupçonne que vous pensez que je vais me lancer dans 10 minutes sur les subtilités du droit international. Ce n'est pas le cas. Parce que le droit international est ridicule. Eh bien, bien sûr, je suppose que c'est bien d'avoir quelque chose à quoi aspirer, mais en termes de réalité pratique sur le terrain, c'est pratiquement dénué de sens, et c'est ce qui le rend ridicule. Néanmoins, la réaction la plus courante aux publications de Trump sur Truth Social est le choc et l'horreur. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est contraire au droit international, diront-ils. D'accord, et alors ? Qu'est-ce qui va se passer si Donald Trump enfreint le droit international? Est-ce que quelqu'un va venir l'arrêter? Qu'est-ce que les Nations Unies vont faire? Le sanctionner? Le sanctionner avec leur armée? Ah, attendez une minute, les Nations Unies n'ont pas d'armée. N'avons-nous rien appris depuis George W. Bush et l'Irak? Les Nations Unies, comme toutes les autres organisations internationales de ce genre, sont impuissantes. Ne vous méprenez pas sur mes propos. Des organisations internationales impuissantes peuvent quand même être utiles et améliorer le bien-être de toutes les parties. Mon alter ego académique, véritable professeur et théoricien des jeux, a beaucoup écrit sur ce sujet. Mais le type d'organisation internationale dont il est question ne réussit certainement pas en forçant qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Bien sûr, l'une des façons dont elles peuvent avoir un réel impact est de créer des normes par défaut pour les lois nationales, puis de faire pression sur les gouvernements pour qu'ils adoptent des lois nationales conformes au droit international. Cela fonctionne car les lois nationales sont généralement plus faciles à faire appliquer. Ne pariez pas que cela aura un effet notable ici. Le ministère de la Justice de Trump prépare déjà des arguments juridiques pour y échapper, ce dont nous parlerons bientôt. Ce ne seront pas les juges de la Haye qui détermineront en fin de compte la légalité des lois américaines, alors abandonnez cette idée dès maintenant. Dans une certaine mesure, certains des arguments courants semblent comprendre cela. Mais leurs attentes ne correspondent toujours pas aux réalités de la Maison-Blanche. Les lois internationales doivent être respectées, il est mauvais de les violer. Ce sont des lois. N'avez-vous aucune honte, monsieur? N'avez-vous donc aucune honte? Eh bien, dernière nouvelle, beaucoup de dirigeants mondiaux n'ont aucune honte. En réalité, cela pourrait être la principale caractéristique de la classe dirigeante par rapport au reste d'entre nous. Est-ce que quelqu'un pense que l'argument du droit international va convaincre qui que ce soit sur ce sujet? Eh bien, quelqu'un qui n'a pas déjà été convaincu? Est-ce que quelqu'un d'autre trouve ironique que les gens critiquent souvent Trump pour son absence flagrante de morale, mais continuent ensuite d'essayer de le convaincre avec des arguments moralisateurs? Il y a moins de 3 mois, les dirigeants du monde se sont réunis à Davos pour faire leur truc bizarre de dirigeants. Vous vous souvenez peut-être que le Premier ministre canadien, Mark Carney, a prononcé ce que beaucoup considéraient comme le meilleur discours de l'événement, ayant pour sujet l'ordre mondial et le droit international. Voici l'essentiel de ce discours.
Aujourd'hui, je vais parler d'une rupture dans l'ordre mondial, de la fin d'une agréable fiction et du début d'une réalité dure, où la géopolitique, ou la grande géopolitique des puissances principales, n'est soumise à aucune limite, aucune contrainte. En réalité, cette partie était en français, mais croyez-moi, vous ne voulez pas m'entendre essayer de parler français. Heureusement, il est passé à l'anglais. Pendant des décennies, des pays comme le Canada ont prospéré sous ce que nous appelons l'ordre international fondé sur des règles. Nous savions que l'histoire de l'ordre international fondé sur des règles était en partie fausse. Les puissances s'exentaient quand cela les arrangeait. Les règles du commerce étaient appliquées de façon inégale. Et nous savions que le droit international s'appliquait avec plus ou moins de rigueur, selon l'identité de l'accusé ou de la victime. Ce discours date de moins de 3 mois et c'est comme si tout le monde l'avait déjà oublié. Nous avons reparlé du droit international comme s'il avait un sens. Ce n'est pas le cas. Alors pouvons-nous essayer de passer à quelque chose de plus stratégique dans notre raisonnement ? Vous pourriez penser que l'alternative que je vais proposer va se retourner contre nous du point de vue de la politique intérieure iranienne. Que le régime était impopulaire en entrant dans la guerre. Les États-Unis ont déclenché cette guerre à la fin février pour essayer de tirer parti de la faiblesse du gouvernement. Et que l'objectif final est qu'un régime plus favorable prenne sa place. Détruire des centrales électriques et des ponts ? Non, c'est contre-productif. Cela déclenchera un effet de ralliement au drapeau, où les modérés du pays soutiendront le gouvernement. Cela permettra à la fois au gouvernement iranien de poursuivre sa lutte contre les États-Unis et de résister aux manifestants dans le pays. Est-ce que cela pourrait arriver ? Oui, absolument. Je n'ai aucun doute qu'il y aura un certain retour de bâton à un certain niveau. C'est un inconvénient évident d'une telle mesure d'escalade. On se demande si les services de renseignement américains doutent vraiment d'un soulèvement. Il y a eu des fuites allant dans ce sens, bien qu'il soit difficile de dire si les estimations analysent ce qui pourrait se passer maintenant ou ce qui serait possible après une campagne prolongée. Cependant, l'effet net ici n'est pas non plus le désavantage clair et inévitable que la discussion médiatique présente comme tel. En effet, les problèmes potentiels avec cet argument sont doubles. Premièrement, de façon générale, il ne s'agit pas d'un jeu à somme nulle entre les États-Unis et la République islamique d'Iran. Les citoyens ne choisissent pas entre l'un et l'autre. S'il y a une opportunité de renverser le gouvernement, ce même noyau de manifestants de janvier saisira sans aucun doute l'occasion. La question du point de vue du gouvernement iranien est de savoir s'ils peuvent convaincre les modérés qu'il s'agit en fait d'un jeu à somme nulle, et que le diable qu'ils connaissent vaut mieux que le diable à la Maison-Blanche. Le peuple iranien sait-il que les États-Unis ne peuvent pas vraiment contrôler et gérer l'Iran ? Savent-ils que les États-Unis n'ont pas de troupes sur le terrain, qu'ils ne peuvent actuellement déployer que quelques milliers de soldats et qu'il leur en faudrait bien davantage pour ne serait-ce que tenter une occupation directe du pays ? Et ont-ils observé ce qui s'est passé en Irak en 2003, lorsque les États-Unis ont effectivement renversé le dictateur du pays, mais n'ont absolument pas voulu transformer l'Irak en protectorat américain ? Le second défaut possible de la croyance dominante en un retour de flamme tient à la dimension économique de la situation. L'un des facteurs qui détermine la volonté de manifester est le coût d'opportunité que cela représente. Ceux qui ont des emplois bien payés poursuivent leur vie quotidienne, même s'ils détestent le gouvernement, car leur situation est correcte et manifester comporte des risques. Si vous plongez tout le pays dans une coupure générale d'électricité, la situation semblera moins bonne pour ces personnes. Seront-ils frustrés que l'armée des États-Unis en soit la cause ? Peut-être. Cela changera-t-il leur aversion pour le gouvernement iranien ? Probablement pas. La seule différence c'est c'est ce qu'ils peuvent agir contre le gouvernement iranien. Il n'y a pas grand-chose qu'ils puissent faire pour empêcher les bombes américaines de tomber, sauf, ironiquement, en renversant le gouvernement iranien. Nous devrons donc attendre pour voir les effets globaux de retour de bâton si les États-Unis appliquent un jour cette stratégie. Mais finalement, nous devons aborder la grande question. La destruction des infrastructures pose un problème fondamental. C'est une question que nous avons longuement discutée concernant la guerre entre la Russie et l'Ukraine, à la fois en ce qui concerne les infrastructures là-bas, ainsi que l'argent du Kremlin que l'Europe retient en otage. Et otage est le bon terme ici, même si nous parlons d'infrastructures.
Détruire un pont ou une centrale ne permet pas de les rétablir facilement. Il n'existe pas d'interrupteur pour les réparer. Et c'est un problème si vous menez des négociations coercitives avec un adversaire, par exemple à propos du détroit d'Ormuz. Votre pouvoir de négociation dépend de ce que vous pouvez obtenir par la force et des coûts imposés à l'adversaire si vous allez jusqu'à une issue militaire. Peut-être de façon contre-intuitive, vous ne voulez en réalité pas imposer ces coûts à votre adversaire au cours du combat. Seulement à la toute fin, quand la dernière négociation a échoué de toute façon. C'est parce que, si votre adversaire subit ce coup trop tôt, cela n'aura aucun impact sur ses décisions par la suite. C'est simplement perdu. Cela signifie que les coûts pour l'adversaire de poursuivre la guerre baissent. Votre pouvoir de négociation diminue. Voici une façon intuitive d'y penser. Si vous retenez quelqu'un en otage contre une rançon et que la famille refuse de payer, est-ce que tuer l'otage changera la situation? Non. Vous avez perdu votre seul moyen de pression. Cela dit, des compromis sont inévitables pour obtenir des avancées militaires et mettre fin favorablement à une guerre. Atteindre des objectifs militaires signifie orienter l'issue attendue de la guerre dans la direction souhaitée, mais cela impose inévitablement des coûts irrécupérables à l'adversaire. Malgré cela, vous pouvez gagner un avantage dans les négociations si l'issue évolue favorablement davantage que les coûts irrécupérables imposés ne jouent en votre défaveur. C'est par exemple pourquoi il est généralement judicieux pour l'Ukraine de frapper les raffineries russes. Les installations peuvent être réparées en relativement peu de temps, donc la part des coûts irrécupérables est faible. Mais la Russie perd des revenus, ce qui resserre la contrainte budgétaire du Kremlin et donne à l'Ukraine moins de soldats à affronter sur le champ de bataille. C'est aussi la différence entre détruire l'île de Kharg et simplement la rendre inutilisable tant que la guerre avec l'Iran continue. D'un point de vue opposé, c'est la différence entre fermer de facto le détroit d'Ormuz et le saturer de mines pour un avenir prévisible, en temps de paix comme en temps de guerre. En réalité, le droit international accorde cette concession. Vous êtes autorisé à cibler des infrastructures qui soutiennent les civils tant que cela a un effet militaire proportionné. Maintenant, c'est la question de savoir qui interprète ce qui est proportionné qui pose problème. Vous savez que c'est exactement là que le département de la justice veut en venir, même en ignorant le fait que les États-Unis ne sont pas partis à certains accords internationaux sur le sujet, comme le protocole additionnel I de la Convention de Genève. Encore une fois, le droit international ne sera pas un argument convaincant pour les personnes qui prennent réellement les décisions. Quelque chose du genre, ce n'est pas America First que de prendre des mesures qui nuisent aux intérêts des États-Unis, et ce type d'action nuit aux intérêts américains, serait bien plus efficace. De toute façon, je ne sais pas jusqu'où ce plan ira si Trump tente vraiment de l'appliquer. Il ne serait pas surprenant de voir plus de frappes sur les infrastructures iraniennes, non pas à cause des menaces de Trump sur les réseaux sociaux, mais parce que la Maison-Blanche pense que cela fera avancer la guerre. Mais j'ai trouvé fascinant que presque 3 jours entiers d'actualité aient été basés sur des choses que Donald Trump a dites. Oui, ce ne sont pas le genre de choses que les présidents disent habituellement, mais ce ne sont toujours pas le genre de choses sur lesquelles les observateurs de guerre devraient se concentrer. N'oubliez pas, il existe un mème sur la nourriture à ce sujet. Le monde ne peut pas à la fois croire à ce mème et chercher à interpréter chaque menace de Donald Trump. À titre de comparaison, combien de fois avez-vous entendu l'Iran scander « Mort à l'Amérique » ? C'est une version plus concise de ce que Donald Trump menaçait. Nous avons appris à ne plus y prêter attention car c'est ce qu'ils disent. Et dire des choses dans les relations internationales n'est pas très important. L'action compte, c'est pourquoi je me concentre sur cet aspect des crises militaires. Et ici, le type d'action que Donald Trump a menacé d'entreprendre présente une énorme faille stratégique. Alors, quelles sont nos conclusions pour aujourd'hui ? S'opposer en invoquant le droit international est une perte d'énergie, car cela ne convaincra absolument pas cette administration. Un risque de retour de flamme existe pour ces opérations, même si le bilan global pourrait être mitigé. Cibler les infrastructures peut affaiblir son pouvoir de négociation, donc ce n'est généralement pas une bonne idée. Ce qui est une bonne idée, en revanche, c'est de continuer à s'informer sur ce qui se passe avec la guerre. Beaucoup de vidéos et une playlist complète sur le sujet. Allez les voir. Et si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, merci de liker, partager et vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.